Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, eh bien, bonjour à nouveau. Nous allons donner la parole à Maître Ndri pour qu'il pose ses questions aux témoins. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je vais vous appeler Sam, l'Africain. Merci, maître. Je vais m'adonner au même exercice que mes autres confrères, les autres avocats. Nous allons faire la même chose que tout à l'heure. Je vais vous poser des questions. Et vous, vous allez me répondre dans la limite de ce que vous savez pour éclairer la chambre. J'avais préparé beaucoup de questions. Mais je pense que la Côte d'Ivoire doit vous manquer. Bien sûr. Alors j'ai décidé de revoir mes questions pour que vous rejoigniez au plus vite votre femme, votre épouse et vos enfants qui vous manquent. Merci, maître. D'accord. Alors on va y aller. Your Honors, I mean, Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, je sais que ça paraît tout gentil. Enfin, on n'est pas ici pour faire les gentils, on est ici pour poser des questions. Alors, ne mêlons pas la famille, hein, les enfants à tout cela. Le président, bien. Alors, It's surely Well- nice. I don't know if it's innocuous. Le président, c'est très gentil. Je ne sais pas si c'est parfaitement innocent, mais fait, allez-y. alors, Monsieur Sam l'Africain, Oui, maître. je voudrais revenir tout à l'heure pour introduire une vidéo. Mais je voudrais vous citer ce matin lorsque vous étiez en train d'échanger avec Maître Bougnon. Vous avez dit dans le transcript en français donc, de ce jour, à la page 13, à partir de la ligne 11, lorsque Maître Bougnon vous a posé cette question. Mais il n'a jamais été question que M. Blé-Goudé nous dise que nous lançons un mot d'ordre ou un truc pour chasser. Il parlait de la question des étrangers. Alors, je vais passer une vidéo. Il s'agit d'une vidéo référencée Sive
D25 0005 0002. C'est une vidéo qui a été donc tournée le 23 décembre 2010. Et je demande qu'on diffuse cette vidéo qui fait 1 minute 44 secondes, mais à partir de la seconde 0. Donc toute la vidéo. Je voudrais donc souhaiter de très belles fêtes de Noël à tous les jeunes Ivoiriens, à toute la jeunesse ivoirienne. Je dis joyeux Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire en cette période de fin d'année qui coïncide avec une période difficile pour notre pays. Je voudrais dire à chacun, dans l'union, dans la solidarité, que nous passions très bien ces fêtes-là. On a une pensée, mais une grande pensée pour notre pays. Et que Dieu nous inspire, et que Dieu nous garde, et que Dieu nous protège. Et que Dieu donne la force à notre pays pour sortir de cette crise par la voie pacifique. Ceux qui lancent les messages à la désobéissance civile, la Côte d'Ivoire a besoin d'aller au travail. Parce qu'un pays qui est en retard, un pays qui est en crise, doit travailler doublement même pour reprendre le chemin du développement. Voyez-vous, ceux qui appellent les forces étrangères à venir envahir notre pays, je voudrais leur dire que c'est non seulement une voie suicidaire, mais c'est irresponsable. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de tout cela. Aux Français vivant en Côte d'Ivoire et à tous les autres étrangers, il n'y a aucun plan souterrain contre vous. Parce que vous et nous, nous vivons ici. Voyez-vous, dans ces moments de froid, dans ces moments de neige, c'est le moment que trouvent vos autorités pour demander que vous rentriez chez vous. Nous, nous vous aimons. Nous, nous vous portons dans le cœur. Nous voulons que vous restiez ici pour qu'ensemble, on puisse fêter ces fêtes-là dans la ferveur. Je vous invite même à nous rejoindre le 29 décembre à la place de la République. Et l'on verra qu'entre les Ivoiriens et les Français vivant en Côte d'Ivoire, c'est l'harmonie. Parce que pour le pire, pour le meilleur, nous devons être ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Sam, est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo? Oui, je l'ai déjà vu. Est-ce que Alhamdulillah. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. J'ai bien vu la vidéo. Non, j'ai une question. Est-ce que vous confirmez que ça a été la position constante de M. Blé Goudé quand il parlait? Parce que là, vous avez parlé tout à l'heure, lorsque vous avez échangé avec mon confrère Maître Bougnon, qu'il n'a jamais été question de mot d'ordre visant à pourchasser les étrangers. Est-ce que vous confirmez que cette vidéo est la position, confirme la position de M. Charles Blé Goudé sur ce sujet? Merci, maître. Je crois qu'hier ici, hier ou avant-hier, je l'ai dit ici que on n'avait aucun problème avec les étrangers blancs, comme la communauté internationale, les Français. Je l'ai dit ici hier, qu'on n'avait aucun problème. Et je l'ai dit que ce qui créait la haine, ou souvent la révolte des Ivoiriens, c'était que le comportement de leur gouvernement. Je reviens à ta question. C'est ce que Charles vient de le dire, le président de COJEP vient de le dire. Et quand vous voyez ces appels chaque fois, vous regardez les appels.
Donc, c'est ce qu'il a dit. C'était dans la période de Noël, où je crois que le gouvernement français avait demandé à leurs ressortissants de quitter la Côte d'Ivoire, de rentrer, je crois. Et l'appel, il disait que les gens restent, qu'il n'y avait rien, qu'on n'avait pas affaire à eux, qu'on n'avait rien contre eux. De toute façon, c'est la famille. C'est cet appel qu'il faisait. Alors, je vais revenir sur un point concernant la société de M. Charles Blé Goudé. Vous avez parlé de la société de M. Charles Blé Goudé. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette société? Je crois que c'est Leader Teams, quelque chose comme ça. Leaders Team. C'est ça. Pouvez-vous nous expliquer ce que cette société faisait comme prestation? Oui. La société était dans la communication. C'était la communication, comme je vous ai dit moi-même. C'est eux qui suivaient toutes mes communications. C'est eux qui faisaient mes communications, c'est eux qui passaient mes films, mes publicités, partout. Et c'est cette prestation que cette société-là faisait, à ma connaissance, c'est ça. D'accord. Vous avez dit, concernant cette société toujours, qu'elle avait plusieurs contrats avec l'administration publique et aussi l'administration privée. Comme vous-même, vous venez de le dire, vous faisiez partie donc des privés qui avaient des contrats avec ces sociétés. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est ce qu'il a dit, puisque la question m'a été posée de savoir où Blé sortait l'argent pour faire ses meetings, ses campagnes. C'est la question qui m'a été posée. Et donc j'ai dit, à ma connaissance, je pense qu'il travaille, puisqu'il a une société qui faisait les prestations de services dans les sociétés privées de l'État, dans les sociétés privées personnelles. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je pense bien. C'est comme ça, lui, il gagne son argent. C'est ce qu'il a dit. C'est important, merci. Alors, ne soyez pas agacés souvent quand on revient sur certaines questions, c'est pour juste clarifier. Mais il n'y a aucun problème. Non, ne croyez pas que ça me dérange. Non, si je ne peux pas répondre à une question, je vais le dire ici que je ne réponds pas. Merci, Sam, l'Africain. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, la prestation que Leaders Team faisait pour la NACIP était donc payante. Oui, j'étais facturé et je payais. D'accord. Vous avez dit ici que vous financiez vous-même vos meetings à partir de ce que vous gagnez avec votre société. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, M. Charles Blé Goudé, ayant aussi une société, l'on peut dire qu'il a les moyens, de par les revenus qu'il tire de cette société, de financer lui aussi ses meetings. Objection. Monsieur MacDonald, si le témoin est au courant de cela, est-ce qu'il sait combien d'argent gagne cette société? Enfin, on parle de ce que c'est le témoin. S'il sait directement les choses, tant mieux. Yes. Just please. Le président. Posez votre question. Demandez au témoin ce qu'il sait de la chose.
Mais il ne faut pas qu'il se lance dans des conjectures pour répondre. On lui demande juste de dire ce qu'il sait uniquement. Donc demandez-lui ce qu'il sait. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la réponse du témoin est assez claire sur la question. Déjà, c'est assez clair. Je vais avancer. Je voudrais qu'on revienne sur la RTI. Là aussi, pour que les choses soient très claires. Pendant la période de crise, depuis la création de la NACIP, vous avez parlé de vos tournées à l'intérieur du pays pour lancer des messages de paix. Ces meetings étaient-ils retransmis à la RTI? Oui. C'était, comme on dit en anglais, en live, mais en français on dirait, est-ce que c'était en direct? Ou c'était... Non, j'ai fini. Est-ce que c'était des comptes rendus à partir des journaux télévisés? Ou c'était en direct? Merci, maître. J'ai compris où vous voulez en venir. Quand je faisais mes tournées, c'était des comptes rendus dans les journaux parlés. Quand le journal parlait du soir à 20h, et c'est là on présentait nos meetings, nos tournées. Lors des questions que le procureur vous posait, dans une de vos réponses, vous avez parlé des meetings de M. Charles Blé Goudé qui étaient retransmis aussi à la RTI. Est-ce la même retransmission que la vôtre? Oui. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que ça se passe lorsque vous avez une manifestation, vous avez une activité donnée. Comment est-ce que la RTI est informée et comment ça se passe pour que les Ivoiriens puissent être informés de cette manifestation à partir des journaux télévisés? Merci, maître. D'abord, avant que j'ai été demandé à la société de blé la prestation des services de ma structure, avant, on faisait une demande. D'abord, je n'avais pas encore commencé avec bleu. On fait une demande à la RTI pour dire, voilà, je pars à Boaké le samedi pour une tournée politique et pour faire des meetings. Donc, j'aurais besoin de la prestation des services de la RTI. Ils donnent un journaliste, un caméraman et puis la logistique pour partir. Mais très, très souvent, la prestation n'était pas positive parce que très souvent, tu ne pourrais pas trouver des caméras ou des journalistes pour t'accompagner. Et donc, j'ai eu l'idée, l'intelligence d'aller vers la structure de blé, qui était dans le domaine de la communication, pour demander si sa structure pouvait suivre mes activités. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Donc, c'est comme ça. Je vais et puis ils donnent des caméramans, des journalistes qui font les films tout, et qui viennent déposer, je crois, à la RTI, et puis ça passe. C'était comme ça s'est passé. Parce que j'ai demandé la prestation de blé parce que au niveau de la RTI, la prestation n'était pas régulière, n'était pas vraiment bien.
Aujourd'hui, il n'y a pas de journaliste, demain, il n'y a pas de caméra. Et donc, il fallait trouver un institut privé qui faisait bien la prestation des services. Donc, c'est comme ça que je suis allé vers lui. Pour être plus clair, pour qu'on puisse tous comprendre, vous adressez un courrier à la RTI pour dire à la RTI que vous avez une manifestation quelque part. Et comme si la RTI a des journalistes sur place, ils le font. Oui, maître. Si la RTI n'a pas de journalistes, vous avez la possibilité de vous adresser à une structure de communication, c'est-à-dire qu'il y a des caméras, pour suppléer la défaillance de la RTI en équipement. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Alors, est-ce que au niveau de vos meetings, vous aviez un journaliste au niveau de la RTI qui a couvert généralement vos manifestations? Avant la prestation de blé? Oui. 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 Connaissez-vous, je veux approfondir cela, le procureur en a parlé, monsieur le journaliste Mambo Abbé? Quand je dis le connaissez-vous, ce n'est pas dans sa vie privée, mais dans sa vie professionnelle. Savez-vous s'il est fonctionnaire ou non de la RTI? Merci, maître. Je vais répéter, j'ai déjà répondu à la question, mais je vais la répéter encore ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il était un journaliste, mais s'il était fonctionnaire à la RTI ou pas, ça, je ne savais pas. Mais je sais que c'était un journaliste qui faisait des commentaires, voilà, des reportages. Voilà ce que j'ai dit. Merci, maître. Alors, je voudrais parler avec vous, toujours à la RTI, d'un organe bien connu. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le dire. Le Conseil national de la communication audiovisuelle. Est-ce que vous connaissez cet organe? Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Nous tous, on entend parler de ça. Oui. Elle existe. D'accord. Si je vous dis Frank Anderson Kwasi, ce nom vous dit quelque chose? Oui, je le connais. Pendant la période que notre pays a connue, je vais parler à partir peut-être de 2005, je situe. Vous regardez beaucoup la télévision. Est-ce que vous avez souvenance des bilans ou des statistiques que cet organe présentait à la RTI pour faire ressortir à chaque fois les temps d'occupation des partis politiques et des mouvements de la société civile au niveau de la RTI, les temps d'occupation? Est-ce que vous avez souvenance de ces rapports mensuels? Oui, maître, je suivais tout ça. Si vous avez souvenance de cela, de mémoire, est-ce que vous pouvez dire
si dans son compte rendu, dans le compte rendu de cet organe, les partis de l'opposition avaient accès à cet organe d'État qu'est la RTI. Là, vous parlez pendant la campagne. Non, pas encore pendant la campagne. Avant la campagne, on va en venir. Au niveau de la campagne, on va en venir. Mais avant la campagne. Oui, il faisait le bilan, il venait à la télé. Je crois que vous devez avoir les films. Il faisait le bilan, le passage des différents partis politiques et de l'association, d'autres associations, des mouvements, associations civiles. Il venait donner tous les détails de chaque passage, de combien de temps de chacun. Et à la fin, il faisait un résumé, généralement. Oui, Pour dire, par exemple, que telle formation politique avait eu plus de temps que d'autres. Vous vous rappelez? oui. Autant que votre mémoire vous permette de répondre à ma prochaine question, quel était ce temps d'occupation entre l'opposition, les partis d'opposition, et le parti au pouvoir? Quel était le temps d'occupation lorsqu'on cumulait le temps d'occupation des formations de l'opposition et le temps d'occupation des partis au pouvoir? En toute sincérité, être honnête avec toi, je ne me souviens pas bien du temps lorsqu'il faisait les bilans. Les résumés, il donnait à la fin, je ne me souviens pas. Mais vous confirmez cependant que les formations de l'opposition avaient accès à cet organe d'État? Oui, pendant la campagne, oui, c'était ouvert. D'accord. Nous allons revenir à un point, ne perdez pas le fil de vos idées, moi non plus. Lors de votre déposition avec le procureur, vous avez donné un exemple actuel du traitement dont vous avez été l'objet par la RTI. Je veux dire actuellement. Actuellement. Vous avez parlé d'une manifestation ou de plusieurs manifestations couvertes par les organes de la RTI, mais qui n'ont jamais été diffusées. Confirmez-vous cela? Oui, je confirme. Je confirme que moi, je les ai invités à plusieurs de mes conférences de presse. Ils sont venus même à des meetings. Ils sont venus, ils étaient là, mais ça n'a jamais été transmis à la population. Ça n'a jamais été transmis à la population. Ça n'a jamais été transmis à la population. D'accord. Je voudrais revenir maintenant à la période des élections, lorsqu'on a lancé la campagne. Est-ce que vous vous rappelez du traitement que la RTI réservait aux différents candidats? Il y en avait combien d'ailleurs au premier tour? Je crois qu'il y avait 12 ou 13, hein, si je me souviens bien. 12 ou 13. Oui. D'accord. Est-ce que vous rappelez du traitement que la RTI réservait à ces différents candidats aux élections présidentielles? Oui, maître, merci. Le traitement était souvent que il y avait l'organisation qui a été mise en place, que vous avez cité le nom, qui avait fait un programme de temps de chacun.
C'est-à-dire le programme de temps de chacun, chaque candidat ou chaque parti, quand ou combien de temps ils avaient droit à passer à la télé. C'était organisé de cette façon-là. Je crois que tout le monde passait et avec le temps qui a été donné pour chacun. Mais le temps, combien l'autre avait ça, je ne sais pas. Mais il y avait une organisation qui a été mise en place pour permettre à toutes les parties de passer et tous les candidats de passer. Donc, en un mot, vous confirmez que tous les partis politiques, ou du moins les candidats engagés dans cette campagne, avaient un accès à cet organe d'État. Oui, je confirme ça. Y compris le RDR. Le RHDP, oui. C'était Non, pas le l'RHDP. RHDP. Le RDR. Oui. D'accord. Je vais aborder un autre point. J'en ai fini avec la RTI. Alors, je voudrais revenir un peu sur une déclaration que vous avez faite ici. Vous avez parlé des étrangers, je voudrais que ce soit assez clair, des étrangers qui quittaient Abidjan. Et hier, lorsque vous étiez en train d'échanger avec mon confrère Alexandre Knops, vous avez parlé des membres de votre famille que vous êtes allés mettre à l'abri au village. Les membres de vos familles, ce sont des Ivoiriens. Oui. Alors, en ce moment-là, est-ce que si je dis par exemple qu'il n'y avait pas que les étrangers qui quittaient Abidjan, mais que c'est toute la population abidjanaise qui fuyait, est-ce que vous allez être d'accord avec moi? Merci, maître. Oui, mais c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit la population d'Abidjan fuyait, tout le monde fuyait, les étrangers, tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord. Ok. Monsieur Sam l'Africain, je veux maintenant vous poser une question sur un fait que je trouve important pour permettre aux juges de comprendre ce qui s'est passé dans notre pays, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est un exercice de mémoire. Si vous savez, comme vous savez si bien le faire, vous le dites. Si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. Pendant la crise post-électorale, notamment vers mars ou avril, avez-vous été informé de l'ouverture forcée de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, la prison, par les rebelles? Oui, maître. On a été informés. Vous avez été informé de l'ouverture forcée de la MACA, la prison d'Abidjan. Oui, maître. On était informés. Ça a été attaqué et libéré tous les prisonniers. Informés. D'accord.
Pouvez-vous nous dire où est-ce que la MACA est située? Dans quelle commune d'Abidjan la MACA est située? La maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Merci, maître. La maison d'arrêt et de correction d'Abidjan est située dans la commune de Yopougon. Dans la commune de... Dans la commune de Yopougon. Non loin de la zone industrielle de Yopougon, sur la route qui va à Nyama, dans la commune d'Anyama, non loin d'Abobo, dans cette zone-là. C'est là que se trouve la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. D'accord. Pour être plus... chez nous, on dira, quand vous prenez par exemple la voie principale, je parle à un Ivoirien, vous prenez le quatrième pont? Le troisième pont. Le troisième pont. Oui. On prend le troisième pont sur l'autoroute, on prend le troisième pont pour aller sur la voie de Azopé. D'accord. Est-ce que vous avez une carte? Il n'y a pas de problème à situer la MACA derrière la forêt Banco, sur cette route qui monte entre Anyama et Yopougon, l'autoroute du Nord, et bon, il n'y a pas de problème. On peut... When you asked where Quand vous avez demandé dans quelle commune cela se trouvait, je me demandais pourquoi vous ne montreriez pas une carte aux témoins. Je pense que ce serait un élément beaucoup plus objectif. Vous pourriez donc utiliser les moyens à notre disposition, une carte, un plan, quelque chose comme cela, plutôt que de passer par le témoin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous allons, avec d'autres témoins, approfondir cette question. C'est purement une question de calendrier. On va le faire. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous situez l'ouverture forcée de cette prison vers la fin de la crise, c'est-à-dire entre mars et avril? Oui, je crois que ça s'est passé un peu vers fin mars. Je crois bien. D'accord. En faisant toujours appel à votre mémoire, est-ce que vous vous souvenez si la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, avait subi un tel traitement avant la crise post-électorale? Est-ce que la MACA, autrement dit, avait été déjà ouverte dans une histoire antérieure de la Côte d'Ivoire? Non, avant la crise? Oui. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Vous n'avez pas... Ok, la maison d'arrêt a été forcément attaquée et libéré les prisonniers. Non, je ne crois pas. Alors, je voudrais, toujours on va le préciser après, dans notre rapport avec la Cour et l'accusation, vous avez parlé du troisième pont. Il y a une unité des FDS non loin de là. Vous le savez? Oui, Quelle est cette unité? la BAE, je crois. La BAE. Hier, nous vous avons présenté
un reportage où il y avait juste un commissariat. Vous avez même situé ce commissariat. Juste, c'est une question précise que je vais vous poser. Une question précise. Est-ce qu'il y a plusieurs commissariats comme ça, comme vous avez vu dans le reportage, qui ont subi ce même traitement? Juste si oui ou non. Toutes les commissariats du district même d'Abidjan ont suivi ces mêmes toutes les commissariats, tout. D'accord. J'ai promis que je n'allais pas être long. Merci, maître. Je vais juste finir avec une dernière vidéo que je vais vous présenter. Après, j'aurai juste une ou deux questions à vous poser là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir les détails? Oui, on va vous le donner. CIV-D25 0005 0005. C'est une vidéo qui est relative à l'émission Raison d'État. On avait parlé de ça ici. Raison d'État. Oui. Donc de la RTI. En date du 1er janvier 2011. Date estimée. Alors, nous allons diffuser cette vidéo de la minute 2. À partir de la 2e minute, 11e seconde, à la fin. Just before, Monsieur MacDonald, nous n'avons pas d'objection à la présentation de cet élément. Ce n'est pas mon sujet. Mais mon confrère parle d'une date estimée en évoquant le 11 janvier 2011. Excusez-moi, ma manche a frôlé le micro. Donc, il faut que je me rapproche du micro. Ça m'est un peu difficile. Donc, c'est le système e-court, le prétoire électronique, qui inscrit les dates automatiquement. Donc, ce que je voudrais préciser, c'est que lorsque mon confrère parle de date estimée ou d'estimation de date, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits. Le témoin pourrait sans doute nous donner une date plus exacte. Le président, est-ce que vous pourriez nous donner une date? En tout cas, avant de la préciser, on l'estime, ça c'est clair. Maître, vous pouvez poursuivre. Qui est-ce qui tient les manettes techniques? C'est la défense ou le greffe? Okay, thank you. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir immense de recevoir un sachant, celui qui a vécu des faits, un témoin oculaire, un témoin qui était là quand ça s'est passé. Et ce soir, nous recevons quelqu'un qui était dans la zone CNO
quand les Ivoiriens sont allés au vote, quelqu'un qui a vu des choses, qui a vécu des choses, qui a eu son salut grâce à des interventions, grâce à lui-même, sa mobilité extraordinaire. Nous recevons Sam l'Africain. Sam, bonsoir. Bonsoir. Sam l'Africain est ivoirien depuis ses grands-parents qui ont débarqué en Afrique en 1854 par la Guinée. Et il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, d'où Sam l'Africain. Sam, tout le continent est à lui par sa connaissance. Et il a créé la nouvelle alliance de Côte d'Ivoire pour la patrie, le NACIP. Pourquoi ce besoin, déjà, pour commencer? C'est pour toujours défendre les intérêts africains. Africains. Et vous étiez dans le nord, dans la zone CNO, précisément dans le nord, à Korogo. On verra au fur et à mesure les images, au moment où nous parlons. Oui. Vous étiez dans le nord, vous avez préparé la campagne du LMP dans le nord. Oui. Dites-nous déjà l'ambiance qui régnait avant même le vote. Bon, d'abord, c'est pas Korogo seulement j'ai fait. J'ai fait toute la zone CNO. J'ai fait Korogo, Makono, Segela, Touba, Odjene, Bundiali, Kani. J'ai fait toute la zone CNO. Donc, à Korogo, comme vous allez constater vous-même les cassettes, l'ambiance était bien. Premier tour, comme les gens disaient, non, le président les n'a pas soutenu, non, mais vous allez voir. Tout ce que les gens disent, c'est des mensonges. Comme ils savent bien faire, ils savent bien mentir, tout ce qu'ils ont dit, ce sont des mensonges. En tout cas, là, ils se revoient dans la zone, à Korogo. Moi, je vous dis, si ce n'est pas à cause des armes, le président Gbagbo a battu le candidat RHDP au nord. L'a battu. Dans l'ensemble du nord? Dans l'ensemble du nord. Dans l'ensemble du nord, c'est moi qui te dis. Mais au premier tour, il y a des villages où le président Gbagbo même a battu Alassane Dramane Ouattara. Dans la zone de Makono même, le village Kongaso, le président LMP a battu Alassane. À Kounaïri, à Soukouba, à Korogo, il y a beaucoup de villages, beaucoup de villes, des sous-préfectures où le président a gagné. C'est nouveau ce que vous dites, parce que juste C'est là, pas nouveau. on croyait le contraire. Mais c'est les gens qui croient le contraire, mais moi je te dis, Qu'est-ce que vous faites dire ça? Mais ce que je vous dis, moi j'étais là-bas. Au premier tour, moi j'étais là-bas. On a fait tous les bureaux de vote. Quand les gens ont commencé à voter, et midi, 13h, arrivé, les gens ont commencé à se rendre compte que les gens ont commencé à voter le président Gbagbo. À Korogo, hein? À Korogo, dans le département de Korogo. Et c'est ainsi que les gens ont commencé à arriver avec les armes dans les bureaux de vote pour demander à ceux qui étaient là. Puisque ceux qui étaient pour nous, pour LMP, c'est des gens, les ressortissants de Korogo, les gens de ces villages. Donc les gens commençaient à leur dire, bon, après ici, si c'est Gbagbo qui gagne, on va vous tuer votre famille, on va vous menacer. Donc, à partir de midi, 13h, 14h, les gens commençaient à quitter les bureaux, pour abandonner les bureaux. Parce que les gens leur demandaient de quitter les bureaux. Est-ce qu'on apprend déjà sur une chaîne étrangère? Oui. Des gens disent qu'à partir de midi, à partir de 10h, oui, on aura appelé au téléphone, bien sûr, les assesseurs du LMP, et ils sont partis. Donc c'est pas LMP qui les appelle de quitter les bureaux de vote. C'est les menaces. Ce sont les gens des RHDP. Les forces nouvelles, ceux qui avaient les armes, c'est eux qui les a demandé de quitter les bureaux. Si les familles étaient menacées, eux, ils étaient menacés de mort. Vous avez des preuves palpables? Oui, mais moi, si vous m'avez demandé, moi j'ai toutes les preuves, même de toutes les violences qui ont été faites. On a des cassettes que je vais vous donner. Voilà, vous pouvez regarder, vous allez voir les cassettes tout à l'heure, vous regardez les preuves. Au niveau engouement de la campagne du président Gbagbo à Korogo, vous les voyez sur ces images. Moi j'ai créé la caravane de campagne de Korogo pour le président Gbagbo, vous avez vu, regardez bien, la cassette, vous allez voir ça passer tout à l'heure. Tout le monde, je ne vais pas vous dire 100% Korogo pour le président Gbagbo, mais la manière que les gens nous font croire que Alassane gagne 90%, mais c'est faux. Il ne peut pas gagner. Ils n'ont qu'à déposer les armes. Ça là, c'est même pas par là même. Actuellement là, moi je pense qu'un pays ne dépend pas seulement du fauteuil présidentiel. La Côte d'Ivoire, après le présidentiel, on a les députés, on a les maires, on a les conseils généraux. C'est ça qui fait la marche d'un pays. Donc s'ils sont sûrs d'eux,
et qu'ils sont populaires, allons-y aux élections des députés. C'est parce que là, les élections des députés, ce sont des régions qui votent. Et on dirait que tel type, il est populaire chez lui, tel type, il est populaire chez lui. Il a gagné tel nombre de députés, il a la majorité de députés. C'est à l'Assemblée nationale, on vote les lois. D'accord. On va pour l'instant revenir quand même sur l'élection du 28 novembre dernier. Vous avez vécu des choses, vous avez vu des choses, on va en parler. Je vous explique. Tout à l'heure, je demandais si vous avez des choses en main pour dire ce que vous dites. Nous, on a les preuves. D'accord. D'abord, qu'est-ce que vous appelez les preuves? Des témoins. Ceux qui ont été dites-nous tout, des témoins, ceux qui ont été violés, ceux qui ont été frappés, ils ne sont pas morts, ils sont là, ils sont bien ici, ils ont fui la région, les maisons ont été brûlées, les biens ont été brûlés. Même moi-même, toutes mes voitures ont été brûlées à Korogo. Moi j'ai pris une moto pour sortir. J'ai pris une moto pour sortir de Korogo. Racontez un peu. Mais quand je devais, parce que quand on a senti la tension, les gens nous disaient, bon, ils ont fermé les routes à partir du 27. Nous, on ne pourrait plus sortir par la grande route. 27, c'était le 27 novembre. La veille du vote. Oui, la veille du deuxième tour. Parce que là même, ça a commencé, même la violence a commencé. Ils avaient dit qu'il n'y a pas de troisième tour. Ça veut dire qu'il fallait faire, à tout prix, faire perdre le candidat LNP. Vous avez vécu ces veillées d'armes pratiquement à Korogo. Tout ça, j'ai vécu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se disait? Voici ce qui s'est passé, si vous voulez. On commence par le premier tour. Premier tour, quand on allait aux élections, quand les résultats sont sortis, tout le monde a vu. Nous-mêmes, on a vu la manière dont se sont comportés nos bureaux de vote. On n'avait plus nos gars, et les gens sont venus, ils ont rempli, ils ont eux-mêmes fait les PV, ils ont signé eux-mêmes les PV à notre place, tout ça, pour faire croire que tout va bien. Imagine-toi, il y a des bureaux de vote où les inscrits sont 500 personnes qui doivent venir voter. On se retrouvait à 1500, 1900 votants. Ils sont quittés où? Dans le tombeau ou bien? Ils sont quittés où? D'après vous? Mais ils sont des fraudes. Ils sont venus eux-mêmes. Ils sont assis là eux-mêmes. Ils ont commencé à remplir les feuilles de vote et puis remplir les bureaux de vote eux-mêmes. Il n'y avait plus personne qui va venir les contrôler. Nos gars ont quitté les bureaux parce qu'ils sont menacés. Ils sont restés seuls. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais c'est ça qui les a trompés. Ils n'ont pas été intelligents dans la tricherie. Quand tu veux tricher, il faut calculer pour pas qu'on t'attrape. Dans un bureau de vote, c'est 500 personnes qui est prévu pour voter. Et vous vous retrouvez avec 1800 ou 2000 personnes qui ont voté. Vous allez expliquer ça comment? Et la CI dans tout ça? Mais la CI, au premier tour, on a dit, bon, laissons passer, on a laissé passer tout ça. Mais voilà ce que nous on a fait au deuxième tour. Et c'est ce qui a envahi la violence. Nous, on a trouvé bon de prendre nos gars ici, pour aller au nom surveiller nos bureaux de vote. Et on a mis des stratégies en place pour empêcher les fraudes. Et on allait au vote. Et quand les gens se sont rendus compte que les gens ne sont pas sortis, comme au premier tour, les gens ne sortaient pas trop, se sont rendus compte que dans la zone de lac, dans la zone de, si tu veux, Yamoussoukro, Boaké, tout ça, les Baoulés, ceux qui n'ont pas voulu voter à Alassane, ne sont pas sortis parce qu'ils n'ont pas voulu peut-être voter Alassane ou voter le président de LNP. Donc, ils ne sont pas sortis, mais ceux qui ont voulu nous voter sont sortis. Donc, les gens se sont rendus compte que, les gens de la RSDP se sont rendus compte que le taux des gars qui partaient voter n'était pas assez. Donc, ils ont lancé un mot d'ordre dans les zones CNO de bourrer les urnes. De bourrer les urnes. Et donc, c'est comme ça s'est passé. À partir de midi et 13h, sont venus, ils ont commencé à récupérer nos représentants qui sont quittés ici pour aller surveiller nos bureaux de vote. Pour partir avec eux dans les camps, pour partir avec eux, on ne sait pas où ils sont partis avec eux. Donc, les bureaux sont restés comme ça. Et les gens, ils sont venus, ils ont commencé à remplir les bureaux. C'est un aspect important de ce qu'on entend dire. Mais c'est la vérité, moi je vous l'ai dit. Quand on le dit comme ça, il y a certains qui ne croient pas. Bon. Vous étiez dans la région, vous étiez sur les lieux. Oui. Dites-nous concrètement comment cela s'est passé. C'est ce que vous êtes en train de le dire, mais enfin, détail à la pluie en plus. Mais la manière que ça s'est passé, c'est comme ça, je vous explique. Ça veut dire que nous, par exemple, je te donne un exemple. Voici un bureau de vote. Toi, tu es RHDP, moi, je suis LNP. Et tes gars arrivent avec les armes, ils viennent, ils me prennent pour partir. Ils sont partis avec moi. Donc, tu restes seul là. Tu restes seul. Ou on me demande de signer. Ça veut dire de signer le PV d'abord, qui n'est même pas rempli, de signer. Et je signe, sinon ils vont me tuer. Puis ils vont avec moi. Et quand c'est fini, vous remplissez à ma place. Vous remplissez les bureaux de vote.
et puis c'est fini. Mais à ce moment-là, on appelle ça comment? Est-ce que c'est un bureau qui doit être validé ou qui doit être non validé? Je disais justement le rôle de la CEI selon vous? Mais la CEI, je vais vous expliquer. La CEI, pas la CEI. La CEI. La CEI. Ok. Donc, je vais vous expliquer. Hein. Quand deuxième tour est fini, tout ça, les gens sont venus, ils ont commencé à calculer. Mais ils ont les droits, ils avaient 3 jours. Oui, ça je dis, sur le terrain, oui. Quand on sort arme à l'appui, les assesseurs de... Mais le bureau... a toujours... Monsieur le témoin, Oui, maître. je vois un visage plus jeune sur cette vidéo. Est-ce bien vous? Oui, c'est bien moi. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que cette vidéo a eu lieu, cette émission? C'est un bon moment, je crois que c'est en janvier. Je ne comprends pas la date. De quelle année? Après les élections. 2011, non? 2011. Janvier 2011. Ouais. Vous confirmez ces propos tenus sur ce plateau? Oui, je l'ai déjà répondu ici aussi. C'est ça. Ouais. J'avais promis que je n'allais pas être long. J'ai fini. Je voudrais simplement vous dire merci. Vous voulez dire quelque chose? Merci, maître. Avant que vous allez clore, il y avait une question qui m'a été posée, je crois, par maître. Il s'agissait de 95, les élections de 95. Hier, maître m'avait posé une question hier sur le boycott, mais 95, je ne savais pas, je n'avais pas bien su la question, mais j'ai essayé de réfléchir à sa question hier. Si je peux vous préciser, je vais parler, est-ce qu'il n'y a pas eu de barrage lors de ces élections? Voilà, c'était par rapport au boycott actif. Voilà, lui, c'est quand il n'avait pas bien expliqué ce qu'il a voulu savoir. Donc, j'étais perdu dans sa question-là. Maintenant, s'il veut bien ou la Chambre veut bien, je peux répondre. Non, ce n'est plus, okay. nécessaire. D'accord. Nous voulons vous dire merci. L'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé vous dit merci. Merci. Nous souhaitons bon retour dans ce pays que vous aimez tant, la Côte d'Ivoire. Merci, maître. Merci beaucoup. Monsieur le Président, nous avons fini. Thank you, maître. Le juge président, merci, maître Ndri. Il est 12h33. Je pense que nous allons faire la pause et reprendre cet après-midi. Le procureur, oui, juste une minute si vous le permettez. Nous serons prêts pour reprendre cet après-midi. Mais je voudrais signaler qu'hier soir, en fin de journée, maître Ndri est venu me voir et nous avons échangé sur la question de savoir de combien de temps je pensais avoir besoin et sur la possibilité d'en terminer la semaine prochaine. Nous lui avons donc communiqué une liste de documents sur lesquels nous allons nous fonder pour les questions supplémentaires, parce que dans le contre-interrogatoire, mon confrère a soulevé quelques questions. Nous communiquerons cette liste ultérieurement. Nous aurions souhaité commencer à partir de 15h et de 15h à 17h, et à ce moment-là, nous aurons achevé toutes nos questions. Pourquoi à 15h? Parce que dans un premier temps, nous avions escompté commencer la semaine prochaine. Par conséquent, nous avons dû nous réorganiser, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, mais nous en aurons terminé à 17h. Par ailleurs, pour ce qui concerne le planning, si cela vous convient, j'aimerais parler de cela. Si la Chambre est d'accord, j'ai parlé avec le conseil du témoin, et cela n'aura pas de conséquences pour le témoin. Du point de vue logistique, nous sommes en audience publique, donc je n'en dirai pas plus. Le juge président, je vous invite vivement à vous en tenir à ce qui a été dit
concernant les questions supplémentaires. Le procureur, oui, oui, tout à fait. Je m'en tiendrai aux questions qui ont été soulevées par mes confrères et de documents qui ont été présentés pour partie par mes confrères, qui n'ont jamais été abordés dans le cadre de l'interrogatoire principal, qui n'ont même pas été évoqués de près ou de loin, le président. Mais vous en aurez terminé à 17 heures, c'est cela? Le procureur, oui, c'est ce que je souhaite, mais évidemment, tout dépendra des réponses du témoin et d'autres facteurs. Mais nous avons bel et bien l'intention d'achever à 17 heures, ce qui serait encore plus tôt que prévu. Le président, de 15 heures à 17 heures, est-ce que cela convient à tout le monde? Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Juste un mot là-dessus. Nous sommes souples et sur le principe, nous n'avons pas d'objection. Nous comprenons qu'il faille se préparer, s'organiser. Mais nous attendons le minimum, c'est que de l'autre côté, on ait la même souplesse, la même gentillesse, la même courtoisie. Et il y a une semaine, nous avions demandé, je crois, combien de temps? De commencer un tout petit peu plus tard pour pouvoir nous préparer aussi. Nous avions reçu une réponse de l'accusation disant « pas du tout, il doit être prêt à n'importe quel moment ». Alors, je m'en remets à vous, mais un peu de gentillesse, un peu de courtoisie seraient les bienvenus. Un peu de compréhension de la charge de travail à laquelle fait face chacune des équipes de défense. Nous comprenons la charge de travail à laquelle fait face l'équipe de l'accusation. C'est un point. Je n'y reviens pas. Je ne veux pas m'opposer. Mais vraiment, cessons de voir midi à notre porte, essayons de comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, sur la notion de réexamen, si vous permettez un mot là-dessus. Oui, merci. Alors, je vous le soumets, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, comme une demande de clarification, pour que les choses soient claires. Vous avez dit, Monsieur le Président, le 15 mars dernier, page 16, dans le transcrit français, page 16, lignes 17 à 22, je vous cite, « Un interrogatoire principal et contre-interrogatoire n'existe pas dans le statut de Rome. Ces termes n'existent pas, ni interrogatoire, ni contre-interrogatoire. Donc nous ne faisons pas référence à ces termes. Et vous étiez tout à fait en ligne, mais vous étiez tout à fait en ligne avec ce que vous disiez précédemment, que chacune des parties est placée au même niveau et que chacune des parties doit éviter toute question directive, toute question suggestive. Interrogatoire et contre-interrogatoire, chacune doit suivre la même règle. D'où ma question. Puisqu'il n'y a pas de différence de nature entre l'interrogatoire suivi par la partie qui appelle le témoin et le contre-interrogatoire qu'effectue la partie qui n'appelle pas le témoin, puisqu'elles sont placées sur le même plan, et que la partie qui n'appelle pas le témoin ne peut pas, puisqu'elle ne peut pas poser des questions, disons, plus larges, puisqu'elle ne peut pas tester la crédibilité du témoin, quelle est la place du réexamen? Parce que notre compréhension des choses est la suivante. Dans la procédure de common law, les choses sont claires. Il y a une sorte de mécanisme avec des roues, si vous voulez, dentées. Première roue, l'interrogatoire, avec une logique propre et une marge de manœuvre de l'avocat qui appelle le témoin propre. Et puis il y a une deuxième roue qui est articulée à la première, qui est le contre-interrogatoire, mais qui va dans l'autre sens. La marge de manœuvre de l'avocat qui n'appelle pas est différente, puisque le but du contre-interrogatoire est différent. Et parce qu'il s'agit d'un mécanisme, il est logique qu'il y ait une troisième roue, dentée, si je puis dire, si je peux prendre cette image, qui permette à la partie qui appelle de revenir sur des points
qui n'ont pas nouveaux abordés par la partie qui n'appelle pas, de manière à ce que tout soit couvert, mais selon des perspectives différentes. Ça, nous le comprenons. Et nous comprenons, et c'est là où je vous soumets notre demande de clarification, nous comprenons que ce n'est pas la logique que votre Chambre a retenue. Nous comprenons que vous voulez nous mettre, à partie appelante et partie non appelante, sur le même plan en quelque sorte, avec la même marge de manœuvre. C'est ce que nous comprenons. Si tel est le cas, il nous semble logique qu'il n'y ait pas de réexamen. Parce que le réexamen ne se justifie que dans une logique de common law, où les deux parties sont dans une démarche différente entre l'examen en chef et entre l'interrogatoire en chef et le contre-interrogatoire. Parce que si nous sommes sur le même plan, interrogatoire et contre-interrogatoire, alors donner la parole à la partie qui appelle, ici l'accusation, mais ça peut être la défense, c'est pareil, c'est lui donner la possibilité de revenir, de réinterroger, c'est-à-dire attenter à l'équité stricte de la procédure que nous avons cru comprendre vous voulez instaurer entre les deux parties. C'est introduire un élément de déséquilibre. Ça, c'est un. Voilà ma demande de clarification. Si nous comprenons bien la logique que votre Chambre a instaurée, en quoi le réexamen se justifie-t-il? N'est-il pas plutôt un élément de déséquilibre de la procédure? Et si votre Chambre nous dit que le réexamen se justifie pour toutes sortes de raisons, notamment parce que ça a été décidé dans la décision sur la conduite de la procédure, mais qui avait été, je crois, conçu dans un cadre de plus de common law, c'est d'où ma demande de clarification, le cadre semble avoir un peu changé. Si tel était le cas, à ce moment-là, la défense devrait avoir la possibilité de poser elle aussi des questions aux témoins. C'est un principe fondamental. C'est un principe fondamental que la défense ait le dernier mot, et c'est ce qui est prévu dans la décision sur la conduite des débats, au paragraphe 38, je la cite rapidement. Dans des circonstances exceptionnelles, la partie appelante peut être autorisée à réexaminer le témoin. Le Président, nous le savons, nous le savons. Et alors, à ce moment-là, je me contente d'un mot. Les équipes de défense seront autorisées à poser des questions finales aux témoins, conformément à la règle 142D. Donc, à ce moment-là, nous vous demanderions la possibilité de poser des questions aux témoins. Et enfin, dernier point que je voulais aborder, sur la durée de la séance à venir, Monsieur le Président, encore une fois, je fais référence à ce qui avait été discuté entre nous et sur le fait que les durées des sessions ne pouvaient excéder 1h30 pour les raisons que nous avons déjà discutées. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Le juge président, nous allons suspendre l'audience et nous reprendrons à 15 heures.